Pourquoi est-ce qu'on a tendance à tomber malade au moment où on part en vacances? Je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo par rapport à mon expérience personnelle. Bienvenue dans les notes de Papa Bricole. Ici, je me mets un chrono de 15 minutes et j'essaie de vous débiter ce que je pense savoir sur un sujet. Là, aujourd'hui, ça va être cette logique où, dans la relâche, le corps se relâche un peu trop et vous êtes malade alors que vous devriez être en vacances en train de kiffer. Si ça vous arrive souvent, avant de lancer le chrono, je vous le donne ici, sachez que si c'est systématique, il y a quand même de grandes chances que vous soyez au bord du burn-out. Faites attention à ce moment-là. Si vous êtes manager d'une équipe et que vous entendez un de vos subordonnés parler de ça régulièrement à la machine à café, prenez-le en considération, renseignez-vous, c'est quand même un signal indicateur très privilégié par les psychologues pour vous dire, là, ça veut probablement dire que ça va claquer à un moment. Sur ce, on va se mettre le chrono et je vais élaborer sur ce sujet, vous raconter un peu mon histoire. Alexa, mets-moi un chrono de 15 minutes. 15 minutes à partir de maintenant. Donc je répète, si vous êtes manager d'une équipe et que vous tombez sur cette vidéo, sachez que vous pouvez faire le choix de protéger vos collaborateurs. Parce que c'est visible. En fait, ce sont des comportements qui sont liés à des mécaniques de certaines personnes, telles que moi. Les people pleasers, les gens qui savent pas dire non, par exemple, qui vont accepter des charges de travail monumentales, qui vont vouloir être présents, s'améliorer, tout ça, mais qui vont s'en mettre bien trop sur la patate. Et c'est pour ça que les managers, c'est pas seulement pour driver une équipe vers le haut, mais aussi trouver l'équilibre où tout le monde va survivre. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'allais au travail, j'étais content d'aller au travail, j'aimais bien mon travail, j'étais technicien SAV, mais dans ma fonction, j'avais quand même pas mal de casquettes. Lol. Dont celle de retour d'analyse de cas récurrents pour pouvoir dire voilà, là il y a un problème systémique, il va falloir travailler dessus, et au niveau du BE je devais faire des rapports et tout ça. À côté de ça, j'aidais des gens à améliorer leur expérience produit, et je faisais aussi du coup de la récupération de produits, analyse, diagnostic, réparation, tout ça. C'était hyper intéressant parce qu'il y a ce qu'on appelle le reverse engineering là-dedans, et j'aimais bien. Et donc, j'ai fait 4 ans ou 5 ans dans cette boîte, j'ai fait plusieurs postes, et quand j'ai commencé à passer de la production, où là c'était plutôt simple, à la production, t'arrives, on te dit tu dois faire ça, et tu le fais. Bon, tu vas peut-être fatiguer, des fois c'est plus lourd que d'autres, il y a les saisons et tout, et donc il y a des périodes où tu vas être un petit peu moins tolérant à la fatigue, mais les congés tombent, tu sais quand, pourquoi, comment, il n'y a pas de pression psychologique. Quand on commence à avoir ce problème-là de tomber malade, presque systématiquement, en anticipation d'une période de relâche, on commence à les voir arriver, on se dit putain, tu vas voir que je vais encore être malade. Et c'est pas normal. En fait, c'est pas normal, et comme je vous ai dit juste au début de cette vidéo, c'est un pré-signal de burn-out. Et les psychologues que j'ai vus après mon burn-out et pendant mon burn-out me l'ont spécifié. Si vous avez ça, clairement, vous étiez en phase de rentrer en surcharge. Cette surcharge, elle vient de plusieurs choses. Déjà, de manière générale, on travaille à la pression. La pression, elle engrange de l'adrénaline, du cortisol dans le système sympathique. Bon, là, je suis pas médecin, donc j'essaie de garder le truc. Je vais pas être très précis, donc je vais pas trop rentrer dans le détail. Mais en gros, votre système immunitaire, il se gonfle à mort pour lutter contre la pression, et donc c'est ce qui fait que vous êtes en tension. Et en tension, vous êtes plus productif. Vous tenez la ligne de production, tout simplement, ce que vous avez à faire. Et donc, c'est un peu ça que le manager, il fait. Le manager, il a une équipe, il a des objectifs. Donc lui, il a sa propre cortisol, sa propre pression à lui, avec des résultats. Et donc, il va imposer les objectifs à son équipe, les répartir sur plusieurs personnes. Et dans une équipe, mais ça on en parlera dans une autre vidéo si ça vous intéresse, parce que c'est très intéressant, il y a plusieurs profils. Ces profils-là se répètent sur 10 personnes, on va tous les retrouver, il y a des études qui ont été faites là-dessus, c'est super intéressant.
Mais donc en gros, nous on était une équipe de 3 et il y avait le dynamique, le mec ultra carré, ultra présent, jamais malade, qui va super bien et qui compense pour tout le monde, et la mère de famille et moi j'étais père de famille, qui est là mais qui est fatigué mais qui a des très bonnes compétences et qui arrive à compenser. Enfin, on avait une bonne équipe, mais moi c'était ma première expérience en boîte, en entreprise, en bureau, en travail plus mental que physique, quoique moi il m'avait mis tout le physique, mais c'est parce que j'avais pas dit non, et ça on va en parler. Le principe du people pleaser, on verra après. Mais en gros, la charge de travail a commencé à augmenter. Donc au départ, tu arrives, t'es novice, tu développes, et on te donne des petites tâches, et progressivement, on te met à niveau pour que tu sois à l'équilibre dans l'équipe. Après, à l'équipe, dans une boîte, bah, tu vas vouloir amener un petit peu ta patte, ta personnalité, montrer de quoi tu es capable. Enfin, tout du moins, c'est moi ce que j'ai fait. Donc, à ce moment-là, les gens, ils sont contents en face de toi parce qu'ils se disent, de lui, je vais pouvoir en tirer un peu plus. Alors, tu négocies ton salaire ou pas, ça va dépendre. Mais à la fin, l'objectif de ton manager, c'est de tirer un maximum de toi sans que tu exploses. Un bon manager ne te laissera pas exploser, mais c'est un humain aussi. C'est-à-dire qu'il n'est pas psychologue, le manager. Le manager, il est là pour chercher, trouver les équilibres à des endroits, et il peut se tromper ou ne pas voir clair, ou toi en tant qu'humain tu peux compenser énormément ou presque mentir pour protéger ton poste et ta position et ta crédibilité dans la boîte. Et au moment où tu vas vouloir présenter le cas où en fait il n'y a plus personne qui va t'écouter, au moment où ça va plus aller du tout, parce que tu seras devenu chiant sans t'en rendre compte. Ça, je sais que c'est ce qui m'est arrivé, et faire attention que ça se reporte aussi sur la famille. Donc en gros, cette mécanique de tomber malade la veille des vacances, elle vient du système qui se relâche. Alors, ce qui se passe quand vous êtes chargé en adrénaline grâce à la pression, grâce aux objectifs qu'on vous a donnés, votre corps il se met en saturation, sous pression, et il dit non à tout possible déclin. Parce qu'en fait, votre niveau psychologique, il vous dit, c'est là que tu survis. Et dans la survie, t'es bien. Et nous, aujourd'hui, survivre, c'est ramener son salaire, c'est garder son job, et accessoirement, pas mourir. Mais les raisons de mourir sont moins fréquentes chez nous qu'ailleurs ou que dans le passé. Donc aujourd'hui, mourir, c'est socialement péricliter, perdre son job, avoir une réduction de revenus, ne plus savoir payer ses factures, ne plus savoir payer son crédit. Ça, c'est mourir à l'échelle de l'humain. Donc la pression se met là, le cortisol se met là. Et au boulot, on essaye de faire de la gamification. Donc on te dit, voilà, ça c'est tes objectifs. Sur base de ces objectifs-là, tu as ton salaire. Si tu dépasses ces objectifs, tu as des primes, etc., etc. Et donc on t'incentive pour être là. Et ton corps, il se protège, il se met en résistance. Il dit, ok, on va faire ça, ça va nous mettre bien. Il y a une carotte d'un côté et la pression de l'autre. Et ça pousse vers la carotte. Ok. Donc de là, tu te retrouves à accumuler de l'énergie. Et pendant ce temps-là, les microbes, ils passent. La fatigue, elle passe. Les maladies même internes, qui n'ont rien à voir avec des microbes, peuvent se mettre en silence et rien dire. Tu peux avoir des déficiences physiques, psychiques et tout ça qui ne vont pas s'exprimer. Mais au moment de la relâche, ce qui va se passer, c'est que il va avoir une latence. Donc tu sais que tes vacances, elles arrivent, donc ton corps il dit ok, là-bas c'est les vacances, on donne la fin de pression, on termine la dernière journée, généralement on est en apothéose, on est en explosion, tout va bien, tout est clair, tout est nickel, on part, la station elle est propre, on part en vacances, on arrive le lendemain, on se réveille, on a de la fièvre, on est fatigué, on est malade, on a la grippe qui s'est ouverte ou quoi que ce soit. En fait les microbes ils étaient déjà là, c'est juste qu'au moment de la relâche, ton système lymphatique il se protège plus. Il veut récupérer, il se met en mode récupération, mais quand il est en mode récupération, il n'est pas en mode défensif. Et comme il n'est plus en mode défensif, les microbes s'expriment et ils se répandent. Et voilà, tu vas être fatigué. Tu vas être fatigué d'abord, et puis après, il y a un microbe qui va profiter de cette fatigue pour s'installer, tu vas faire de la fièvre, tu vas être malade, et pendant une semaine, alors que tu devais être en vacances, tu vas chercher à récupérer. Ce qui va être sympa, c'est que généralement, au bout de cette semaine, tu auras récupéré, c'est cool. Sauf que tu n'auras pas posé d'arrêt de maladie, que tu auras toujours ta fatigue mentale, parce que le but des vacances, c'est d'aller se vider la tête, pas de se réparer le corps. Le corps, il doit rester clean, nickel. Le problème, c'est que là, t'es arrivé et ton corps, il cherche à se réparer, et il n'a pas le temps de mettre bien dans ta tête. Et toi, tu vas commencer à stresser en te disant, putain, en plus ça, je suis un poids pour la famille. Quand tu fais ça, t'es un poids pour la famille. T'es malade, t'es pas là, t'es pas présent. La charge mentale, elle est sur madame ou sur monsieur, peu importe.
Et donc tu commences à créer une tension et un déséquilibre familial qui va commencer à peser sur ton stress général, et tu n'auras plus de points de récupération. Tu seras au boulot, tu seras sous pression, tu vas arriver à la maison, tu seras sous pression, pression de bien faire au boulot, pression de ne pas mal faire à la maison, et tu vas plus t'y retrouver. Donc tu seras toujours en pression et tu vas faire des boucles, et donc tous les X, on va te donner une semaine de congé, 2 semaines de congé, et à chaque fois, quand ça va être systématique, tu vas être malade parce que ton corps va se relâcher, et au moment où il aurait dû commencer à récupérer, tu seras déjà de retour au bureau en train d'essayer de tenir la route. Alors, pour éviter ce genre de problème, il y a plein de solutions, hein. Je ne suis pas psychologue et tout ça, déjà il faut consulter si vous voyez, sincèrement, si vous voyez que c'est régulier, que c'est systématique, il y a un problème, consultez, allez voir un spécialiste, prenez rendez-vous avec la médecine du travail, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez, parlez-en à votre manager, dites-leur que vous avez entendu parler de ça et que ça peut valoir la peine de remanier votre planning, remanier les objectifs et les attentes qu'on a de vous. Parce que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est aussi ma faute. Donc, c'est-à-dire que jusque-là, je vous dis un petit peu, le management pourrait mieux faire les choses. C'est un petit peu ce qu'on dit tout le temps, hein, on pourrait être mieux payé, hein, ça serait cool. Non, ça changera rien. C'est pas le salaire qui gère le burn-out. T'as des gens qui font 4 000 € par mois qui font des burn-out. C'est pas une question de ça, c'est une question de gestion et de co-gestion. C'est à la fois votre faute à vous de ne pas vous connaître suffisamment bien que pour savoir ce dont vous êtes vraiment capable. Donc je parle de vous, mais je parle de moi, je parle de mon expérience. Je pensais être bien plus capable d'encaisser plus que ça. Je voulais faire d'autres choses dans la boîte, donc moi je me donnais à fond dans ce que je faisais pour qu'on me valorise et qu'on me mette à un endroit ailleurs où j'allais pouvoir valoriser tout ce que je voulais faire. Ça s'est pas présenté, donc là le burn-out il a claqué à ce moment-là, quand j'ai compris que de toute façon il ne m'enverrait pas là où moi je voulais aller, donc là forcément mon cerveau il a cramé, mais avant ça il s'était chargé bien comme il fallait en se disant on va y arriver, on va montrer, on va tout intégrer, une fois que tout sera intégré, ils vont comprendre que c'est là-bas que je dois aller et pas rester ici. Bon, généralement dans une boîte, quand t'es bien à un endroit et que t'es performant à un endroit, ils veulent pas que tu partes, et donc forcément tu crées un double problème, mais on en parlera dans d'autres vidéos si ça vous intéresse, j'ai beaucoup de lignes à vous proposer sur le burn-out. Mais là, on va rester sur la logique de, pour pas construire cette mécanique de stress qui va vous rendre malade systématiquement, déjà, il faut accepter de dire non. Accepter de dire, en vrai, là, non, je pense que j'ai assez de boulot. Le but, c'est pas de pas être productif et de pas vouloir participer au développement de l'entreprise. Parce qu'il y a maintenant les gens les slow quitters, ils appellent ça, donc les gens qui font le strict minimum par rapport à leur fiche de travail. Moi, c'est une des premières choses qu'on m'a dit. Déjà, dépasse pas ce qu'on t'a demandé de faire. Si on t'a dit qu'il fallait faire ça en 3 heures, fais-le en 3 heures. Le fais pas en 1 heure, parce que si tu le fais en 1 heure, la fois suivante, on va te dire dans ton planning, bah, t'as fait ça en 1 heure la dernière fois, fais ça en 1 heure, mais des 2 heures qui te restent, fais ça. Et donc, on va te donner une charge en plus de travail. Donc, toi, tu vas vouloir bien faire, tu seras content parce que ton manager, lui, il sera content et il sera content de te voir et de se dire, bah lui, je peux en tirer pas mal. Donc toi, tu te sens valorisé par rapport à ça. Ton salaire va pas forcément évoluer énormément proportionnellement à ça. Tu vas devoir attendre les prochains bilans pour qu'on puisse dire, bon voilà, à partir de là, on va te mettre des objectifs et tout ça, mais on t'aura déjà mis là et on te dira, bah, tes objectifs pour faire des primes, ils sont là. Et là, tu sais plus respirer quand tu es là directement. Mais tu as envie de dire oui parce que tu as envie d'évoluer. Et qu'en plus de ça, derrière, on te met la carotte en disant, mais en plus de ça, une fois que tu auras bien fait les choses, on pourra t'emmener jusque là-bas. Et ça va pas aller aussi vite que ce que tu veux parce qu'une boîte, ça n'évolue pas. Tu vas pas en 3 ans ce qu'on doit faire en 10 ans parce que sinon, de toute façon, après, ça fait des jaloux, etc., etc. Enfin, des trucs que moi, je ne supporte pas et c'est pour ça que je ne saurais pas travailler en boîte d'entreprise. Je ne saurais plus le faire, je ne le ferai plus. Mais bon, ça, c'est ma propre personne, c'est comme ça. Je m'en suis bien rendu compte dans le vif là-dessus. Moi, mon burn-out, pour moi, il est autant à charge de l'entreprise qu'à charge de moi. Parce que le problème du burn-out, c'est que généralement, c'est un déséquilibre au boulot. Ok, il y a un déséquilibre, ça ne va plus. C'est un déséquilibre, moi, c'était un déséquilibre aussi par rapport à ce qu'on me demandait de faire, par rapport à mes valeurs personnelles. Et donc, c'est beaucoup de stress et tout ça. Bon, on en parlera dans une autre vidéo. Ici, ce que vous devez faire, c'est apprendre à dire non. Identifier votre planning, voir ce que vous savez faire. Et c'est un peu comme la course à pied. Quand tu cours un marathon, tu cours pas un marathon en te disant « Tiens, je vais essayer de faire une performance maximum ». Non, tu cours un marathon à un rythme en dessous de ce que tu sais faire pour pouvoir tenir ton marathon. La vie, c'est un marathon. Et tu dois pas être à 100%. En fait, et c'est pour ça que moi je trouve la course à pied, c'est une belle allégorie et ça fonctionne super bien. La VMA, ça te dit, voilà, ça, 100% de ta VMA, c'est ce que tu peux tenir à fond, c'est bien. Tu peux aller au-delà des 100%, tu peux faire du 110, tu peux faire du 120. Ça va te brûler en 2 secondes. Mais surtout, si tu veux aller faire un run de 10 km en performance, une performance en run de 10 km, ça doit être 90% de ta VMA, pas 100%, parce que 100%, tu vas te faire mal, tu vas exploser, tu vas
tu vas mettre longtemps à récupérer. Et si tu vas courir un marathon, c'est 75-80% de ta VMA maximum, et tu la connais à l'avance, tu sais à l'avance. Et c'est pour ça que c'est intéressant au niveau du boulot de faire pareil, c'est de se connaître, de faire attention de ne pas se laisser entraîner, de ne pas se laisser galvaniser par les mécanismes de management qui existent pour t'incentiver, pour te lancer et t'oublier derrière. Et quand tu n'as pas l'expérience de ce genre de truc-là, comme mes autres collègues pouvaient avoir, moi j'étais un petit peu le petit troublion gentil, mignon, dynamique, qui fait plaisir à voir, mais on ne sait pas jusqu'où il va tenir. Et on s'en fout un peu parce qu'on sait que c'est le genre de profil qui de toute façon ne vont pas rester. C'est-à-dire que moi il était probablement marqué sur ma fiche d'employé que j'étais un élément, on va dire, un petit peu un électron libre qu'on allait accepter d'avoir dans la boîte parce qu'il y avait une plus-value à prendre. J'ai fait de la plus-value à plein d'endroits, j'ai été dynamique sur plein de trucs, mais on n'a pas préservé ma psyché parce que de toute façon, en même temps, l'entreprise part du principe que c'est pas son boulot. Et ça peut être le cas, et il y a des profils comme ça qu'il ne faut pas essayer de garder. Par contre, voilà, à ce moment-là, quand vous êtes dans cette situation-là, si vous êtes dans ce dont je parle aujourd'hui, c'est probablement que vous êtes un petit peu comme moi, et si vous êtes un petit peu comme moi, sachez que c'est à vous de faire le travail parce que les gens en face de vous ne le feront pas, de vous préserver. On vit dans un monde de productivité. Quand vous allez vouloir parler de productivité à votre échelle, on va vous regarder comme si vous étiez un méchant garçon qui veut vivre et gagner de l'argent. Quand vous êtes en boîte, on va vous parler productivité H24 parce que vous êtes productif pour la boîte qui vous paye et donc il ne faudrait pas que vous soyez pas rentable. C'est valable pour votre vie à vous, c'est ce que j'ai appliqué à moi et je vais mieux psychologiquement grâce à ça. Donc voilà. On est au bout. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave. Alexa, stop. Par contre, voilà, comme je vous ai dit, j'ai encore plein de choses à dire sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, vous me laissez en commentaire. Si vous voulez en voir plus, vous abonnez, vous likez la vidéo si vous voulez qu'elle soit diffusée, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes qui pourraient être dans le cas. Il y a des témoignages un peu partout, ça c'était le mien. Encore une fois, je vous dis, si vous vous sentez mal, consultez, c'est pas cher payé. Il y a même moyen avec votre mutuelle de vous arranger. J'en connais un rayon sur le sujet, j'ai beaucoup bûché sur la fonction du burn-out. Je veux juste pas marcher sur les plates-bandes des professionnels. Mais si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas, on peut avancer sur le truc. À demain pour la vidéo suivante.